大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'ASP, le podcast qui parle de films asiatiques chaque semaine. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 72, on va parler d'un petit film japonais qui s'appelle Best Wishes to All. Et tout ça en compagnie de Céline. Hello! Ça va? Ça va très bien. Prêt pour un film d'horreur? Bon, c'est après le mois Halloween, là. Comment se la pète? Ça y est, c'est genre Finger in the Nose, c'est ça? Bah après, je verrai, mais... Donc ça va... Il y en a quand même un qui m'a particulièrement fait flipper dans le mois d'Halloween, là, donc... Lequel? Terrified, le film argentin que je crois que tu avais mis. Ouais. Il était... je crois que c'est celui-là qui m'a le plus glacé le sang, quoi. Moi, qui m'a fait sursauter, mais qui m'a angoissé et tout. Ouais, moi aussi. Celui-ci m'a bien terrifié. Donc, bien sûr, il porte bien son nom. Il porte bien son nom. Ça fait longtemps que j'ai pas été en tension devant un film. Ouais. Après, l'avantage inconvénient de ce film, c'est que pour les frileux, il y a des gros moments de baisse. Donc tu peux respirer un peu avant de retourner dans... moi, il m'allait bien les moments de calme. Moi, tu vois, pour le coup, moi j'aurais voulu que ça aille jusqu'au bout. Pour que je sois vraiment pendant 1h30 mais sous tension. Je pense que là, j'aurais vraiment pleuré ma race. Ouais, mais tu vois, pour le coup... Alors non, parce que là, on va commencer à faire Ouais. Mais ouais, non, donc... allez écouter l'épisode. Ouais. Ça sera disponible sur Ciné Club Rétro. Donc on a fait ça pour le mois Halloween. Le mois qui c'est même plus en mois Halloween, c'est un année Halloween qu'on a fait. Oui, parce qu'on a un petit peu débordé beaucoup on a déporté. Ouais, voilà. Du mois d'octobre. Exactement. Mais c'est pas grave, parce que ça nous a permis de faire 31 films d'horreur. Donc allez écouter, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on est encore une fois confronté à un film d'horreur qui a l'air bien stressant, bien flippant. Je me trompe peut-être, mais ça... un peu bizarre. Perturbant, je te dis que, on va pas répéter ce qu'on a dit à la fin de la séance dernière, parce qu'on a pas mal digressé déjà sur le film, parce que j'avais dit que c'était tiré d'un court-métrage qui est disponible aussi sur Shadows, qui était très intéressant. Puis moi, pour le coup, j'ai hâte de voir le film, parce que je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Même si en soi, je trouve que le court-métrage, en fait, il suffisait à lui-même. Ouais. Mais j'aurais bien voulu en voir un peu plus, surtout que nous, on a vu la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, on voit les trucs bien... Ouais, c'est ça. Bien chelous, bien cradingues. Et dans la bande-annonce, en fait, pour une fois, je trouve qu'ils en montrent pas trop, parce que justement, on sait pas du tout ce qui se passe. C'est qu'on comprend qu'il y a un truc qui est chelou, qui est malsain, mais on sait pas quoi, et ça donne envie d'y aller, quoi. Puis moi, comme j'ai dit, ça faisait beaucoup penser à du Takashi Miike. Peut-être le côté un peu torture de It is the Killer, ou même l'ambiance un peu malsaine de Audition ou Visitor Q. Ce genre de film-là, tu vois. Et puis je me suis dit, ça a l'air d'aller piocher dans ce genre de cinéma-là. Puis ça, moi, j'aime bien, tu vois. Et comme j'avais dit, les Japonais, J-horror, c'est balèze souvent. Ouais, généralement, ils savent. Moi, j'adore quand ils font de l'horreur, les Japonais. Et j'espère qu'il y a un renouveau du cinéma d'horreur japonais aussi avec ce film-là, parce que ça nous manque un peu. Très clairement, je n'ai pas tout vu, mais je sais que les belles années, pour moi, la J-horror sont loin derrière. Ouais. Et j'aimerais bien retourner dans un cycle, on va dire, assez bien fourni de films qui nous feront bien flipper. Et j'espère que celui-ci en fait partie. Et ben, on va aller voir ça. C'est parti. Pour pouvoir se faire une idée. Let's go. ごめんね、私たち年寄りのために若い人たちが犠牲になって。え？おじいちゃん。上がって上がって。今は幸せ？あんたみたいな子がおると迷惑ないよね。迷惑？何してんの？誰か止めてよ。止めて！この人のおかげで私たちの幸せが成り立ってるの。え？Et nous voici de retour après le visionnage de Best Wishes to All, un film d'horreur thriller sorti en 2023 et d'une durée de 1h29. Le film a été réalisé par Yuta Shimotsu pour son premier long métrage. Il a été repéré après avoir réalisé un court métrage qui s'appelle Best Regard to All, la première idée du film du jour. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui dans les festivals. Donc à la suite de ce court-métrage, il a été repéré par Takashi Shimizu
connu pour avoir fait Ju-On et The Grudge dans sa version américaine avec Sarah Michelle Gellar. Il lui a donné les moyens et la possibilité de pouvoir concrétiser son court-métrage. Et maintenant, si tu nous disais de quoi ça parle. Donc on va suivre une jeune adolescente qui, pendant les vacances scolaires, retourne chez ses grands-parents, dans sa ville natale. Et elle va découvrir le comportement de ses grands-parents qui change, qui devient de plus en plus bizarre. Et notamment, elle va se rendre compte de la raison pour laquelle ils ont eu tous, ses grands-parents, ses parents et elle, une vie heureuse. Et cette révélation va un peu la perturber et remettre en question beaucoup de choses de sa vie. Tout à fait. Merci pour ce résumé. Et maintenant, qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai bien aimé. Il est moins angoissant que ce que je m'attendais. Mhm. Il y a quand même des scènes qui sont assez malaisantes et assez flippantes. Mais c'est pas... j'ai pas de sursaut, pas de trucs vraiment flippants. Mais non, franchement, moi, j'ai bien aimé. C'est une histoire un peu chelou, mais je trouve qu'il sort de l'ordinaire et de ce que j'ai l'habitude de voir. Mhm. Donc, moi, ça m'a plu. Ok. Et toi ? Bah moi, c'est pareil, j'ai trouvé ça correct. Correct sans plus, on Ok. va dire. On va dire que je suis resté un petit peu sur ma faim parce que le court-métrage, il suit un peu la même trame, Ouais, mais il est complètement différent sur certaines choses. ok. Notamment sur comment l'héroïne va apprendre Le mystère. ce que font les grands-parents dans leur maison. Et en fait, on comprend tout de suite que c'est un truc familial, c'est un truc nécessaire à leur bonheur. Et donc, elle va se plonger aussi dans ce système-là et réaliser aussi la même chose que ce que fait sa famille. Donc, il y a beaucoup moins ce côté où elle va être tiraillée entre sa vision de l'humanité, Ouais. sa vision du vivre ensemble, tu Ouais. vois, comme elle a fait des études d'infirmière, Oui, d'aide-soignant. ouais, d'infirmière. Ouais. Infirmière, donc elle a la main sur le cœur, tu sens que c'est quelqu'un qui vit pour les autres. On voit au début du film que elle aide beaucoup les personnes âgées dans la rue, donc elle est là pour les autres, pendant que justement les Tokyoïtes autour foncent vers leur destinée. Donc elle va être confrontée un peu à son humanité, Ouais, elle va remettre tout en question pour son bonheur, ok. vu que c'est le but du film, c'est d'être heureux. Donc voilà, moi, mon visionnage, il était sinon très correct. Visuellement, j'ai préféré le court-métrage. Ok, d'accord. Ce que j'aimais beaucoup, c'est le côté très lumineux, très solaire, Ouais, comme un peu à la Midsommar, tu vois. ouais, T'as le côté très Ouais. lumineux, très ensoleillé. ouais. Parce que là, il y a quand même des plans de jour où il Ouais. fait beau et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un filtre C'est un un petit peu terne. Ouais, Ouais. qui Ça casse ternit un peu la... la luminosité. Ouais, Et en fait, dans le court-métrage, je trouvais que c'était beaucoup plus éclairé. ok. Et ça apportait quelque chose de très solaire. Et quand tu voyais les scènes de bizarres derrière, bah, je trouvais que ça tranchait très Ouais. clairement. Je vois ce que je veux dire parce que pour le coup, là, si tu rajoutes quelque chose vraiment à une photographie à la Midsommar, comme on dit, ça va amener un décalage supplémentaire et je pense une Et ça va fracture. renforcer le malaise aussi. Ouais, complètement. Parce que ça fait vraiment genre, t'es dans la vie normalement qui est censée être super belle de base et t'as des trucs horribles qui se passent, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que ça s'est un peu perdu, ça s'est un peu terni dans le long métrage. Après, sinon, ça reste le même schéma. Ok. J'aime beaucoup, par contre, c'est pas les mêmes acteurs. Ouais, d'accord. Au début, j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que justement l'héroïne du court-métrage, je la trouvais super bien. Elle avait un côté très, très naïf à la japonaise, Ouais. vraiment le côté innocent. Et tu vois, elle avait le côté vraiment... elle était beaucoup plus jeune, je trouvais. Ouais. Et t'avais moins le côté... elle doit aller chez ses grands-parents, mais avec ses parents. Et Ouais. donc, au dernier moment, ses parents les plantent parce qu'il y en a un qui est malade. Ouais, là, il y a effectivement le même schéma. Donc, elle y va un peu à contre-cœur en disant « Oui, bon, bah, on se retrouve dans quelques jours. » Ouais, Sauf que dans le court-métrage, en fait, c'est elle, on la voit directement arriver chez les grands-parents, ok. toute pimpante, toute heureuse d'être là, en fait. Elle a l'impression de retrouver vraiment le cocon familial qu'elle avait connu. Donc, tu sentais qu'elle était contente d'être là. Ouais, Et elle avait moins le côté... bon, j'y vais reculons parce que ça me saoule un peu, tu vois. ouais. Et moi, je trouvais que, justement, ça apportait encore plus de profondeur au personnage et que ça aurait aidé pour le long-métrage parce que, comme je l'ai dit avant, donc c'est quelqu'un qui fait des études L'infirmière. d'infirmière, merci.
et qui aidait les gens au quotidien. Et là, en fait, le fait qu'elle y ait le reculon pour voir ses grands-parents, je trouvais que ça brisait un peu son côté... Bah, en fait, c'est vrai que dans l'histoire, là, il y a effectivement un côté où elle, petite, donc la première scène du film, c'est elle est enfant, et elle voit qu'il y a un truc bizarre dans la maison. Ouais. Donc je pense qu'il y a ce sentiment-là qui reste et qui est logique, effectivement, au fait que quand elle grandit, c'est pas un endroit où elle a envie d'y retourner facilement. Et moi, je trouvais ça dommage. Et parce ouais, que, je comprends. Parce que, en fait, le long métrage, les premières scènes de flip, entre guillemets, ça arrive vraiment brutalement. La première scène brutale dans le court métrage, c'est l'homme qui vient ramper derrière. Moi, cette scène-là, je la trouve vraiment excellente. Elle fonctionne très bien, ça. Et c'est dommage parce que amener une espèce de flashback où, en fait, elle va se rappeler d'un souvenir traumatisant qu'elle a eu dans la maison familiale, bah, en fait, je trouvais que tout de suite, ça mettait une ambiance épouvante et malsaine. Ouais. Alors que le court-métrage commençait sur quelque chose de quotidien et de très, très heureux en général. Ouais. Et quand tu voyais les scènes bizarres arriver, tu te dis waouh, attends, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas ce qui arrive. Là, on était censé être dans la petite maison dans la prairie et on bascule sur un film d'horreur. Je comprenais pas, quoi. Et du coup, je trouvais que ça tranchait vraiment. Et c'était pas comme comme le long-métrage, en fait, qui nous emmène doucement. Et dès le début, on comprend que ça va être un film un peu traumatisant, un peu malsain. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ouais, je comprends. Mais bon, après, c'est des détails. Tu vois, peut-être l'inconvénient, c'est que j'ai vu le court-métrage et j'aurais peut-être pas dû le voir. Non, après, je pense que c'est bien parce que ça permet aussi de voir d'autres aspects. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté, effectivement, de commencer déjà dans ce malaise-là. Ça amène tout de suite une atmosphère pesante et une atmosphère un peu malsaine. Par contre, ça atténue, comme tu dis, la surprise et le choc de voir une scène horrifique après arriver derrière. Moi, un point que j'aime beaucoup dans le film, c'est justement cette notion de bonheur, en fait. Et que le bonheur, ça devient un peu aussi une monnaie d'échange, en fait, une valeur marchande. Il y a ceux qui vont se sacrifier pour le bonheur des autres et ceux qui vont, en gros, accumuler leur désir et leur bonheur pour pouvoir, en écrasant et en dominant les autres. Ah justement, en fait, tu réponds à ma question parce que moi, je voulais te demander justement ce que toi, tu avais compris en sous-texte du film. Est-ce que tu voyais juste un film d'horreur un peu malsain ou alors est-ce que tu voyais une critique sociale derrière ? Non, moi, je trouve qu'il y a vraiment une critique sociale et la phrase du début où elle dit justement la grand-mère « Es-tu heureuse ?» Je trouve que ça fonctionne très bien parce que tu vois la petite qui est effectivement mal à l'aise au repas de famille, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas forcément la question qu'un grand-parent va dire à ses petits-enfants comme ça, tu vois. Donc ça amenait quelque chose un peu de décalé. Et on voit effectivement cette phrase qui revient, c'est vraiment cette quête un petit peu d'aller chercher le bonheur. Et que c'est un peu lié aussi avec la vérité, en fait. Tu sens qu'il y a aussi cet aspect de... Elle n'est pas complètement heureuse parce qu'elle ne prend pas pleinement part au truc, en fait. Oui, très clairement. Et donc, il y a vraiment ce côté où elle est en décalage avec le reste de sa famille. Oui, parce qu'en fait, sa famille lui fait très clairement comprendre que dans la vie, pour être heureuse, il faut écraser les autres. C'est ça. Il faut utiliser le capitalisme pour dominer, tout simplement, et pour pas l'être. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, justement, c'est de dire que en fait, il faut sacrifier son bonheur au détriment des autres, en fait. Et c'est comme tu l'as dit, puis tu réponds à ma question, et en plus, moi, c'est clairement ce que j'avais vu du film, ce côté très universel aussi. Ouais, et il y a une phrase dedans il y a un passage du film que je trouve hyper réaliste et hyper intéressant, justement, qui apporte cette universalité-là au débat. C'est, à un moment, je sais plus c'est quel personnage qui a dit ça. Je crois que c'est la grand-mère ou la mère, je sais plus. C'est la personne qu'elle voit dans la forêt. Ah oui, donc oui, exact. Et elle lui dit, est-ce que tu penses que les gens en Afrique sont heureux ? Et elle lui dit derrière que dans 20 ans, ils seront heureux. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des gens en fait qui deviennent de plus en plus riches en écrasant la population. Et bon, dans 20 ans, c'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Ça appuie le propos en disant que oui, en fait, c'est le capitalisme qui va écraser la majorité des gens, qui va les rendre malheureux. Ouais. Toi, en écrasant les autres, en fait, toi, tu vas devenir heureux. Ouais. Et en fait, le film, c'est ce que le film raconte, en fait. Ouais, complètement. Et moi, il y a un plan que j'aime bien, c'est un moment où, donc,
c'est la première nuit qu'elle passe chez ses grands-parents. Et tu vois les deux vieux qui la regardent, tu vois, comme ça, fixement. Alors, tu vois pas l'adolescente qui est dans la pièce, donc c'est vraiment dans l'embrasure de la porte. Et ils sont deux fixés, et ils sont bloqués. Et genre, au bout de 2 minutes, ils disent « bonne nuit ». Donc, tu sens le malaise profond. Et moi, ce plan-là, il m'a fait penser au tableau American Gothic, avec les deux fermiers. Avec les deux fermiers. Avec le mec et sa fourche. Exact, là. ouais. Et en fait, donc là, je viens de lire, donc c'est un tableau de Grant Wood. Et en fait, le message du tableau, c'est de montrer aussi justement que pendant la crise financière de 1929, et donc en fait, tous les agriculteurs aussi doivent rembourser leurs dettes. Et donc, il y a une grosse perte, en gros, de pouvoir d'achat du monde rural. Et donc, ça rejoint, en fait, ce principe de capitaliste où, en fait, ils sont bloqués, ils ont besoin d'aller récupérer de l'argent, ils ont besoin d'engranger en fait ça. Et ces petits vieux, c'est pareil en fait. Donc ils vont engranger en fait leur monnaie de bonheur et pour pouvoir aussi exaucer leurs souhaits un peu quoi. Tu sens que il y a le truc avec la grand-mère là. Je veux pas dire ce que c'est parce que c'est quand même un petit peu surprenant. On va dire. Oui. Tout ça, je pense que c'est effectivement genre un peu des souhaits qu'ils veulent, des choses qu'ils ont envie pour être heureux. Et donc, ils vont chacun avoir leur truc, quoi. Le fond, c'est vraiment le capitalisme. Mais la forme, on est vraiment dans l'horreur, quoi. Entre guillemets, dans l'horreur. Et franchement, très clairement, j'y retrouve du Takashi Miike. Tous les films que j'ai cités en l'avant-séance, c'est exactement les mêmes ambiances. Franchement, c'est bien parce que ça redonne, je trouve, un nouveau souffle à la J-horreur. Ouais. Même si je trouve beaucoup d'influence de ce que moi je connais à la J-horreur justement. Intéressant, encourageant, surtout qu'en plus c'est un premier film. Ouais, carrément. Et pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, ce genre de réalisateur-là, s'il reste dans le genre, ça peut être intéressant de justement suivre un peu ce qu'il va faire dans le futur. Moi je trouve que c'est déjà un bon point de départ et c'est très encourageant je trouve. C'est pas parfait, très clairement. Il y a beaucoup de longueur je trouve, et puis surtout à la fin je trouve que ça tire un peu trop. Et bon, après le final, je l'ai vu très vite. Ouais. Très clairement, je l'ai vu. Moi aussi, je me doutais que ça allait se passer comme ça. Le sacrifice et tout. Ouais. Après, peut-être que j'ai eu là aussi l'indice du court-métrage. Ouais, peut-être. Même si le court-métrage, en fait, il n'y a pas de finalité. On imagine ce qui peut arriver. Mais ça m'a donné une piste, entre guillemets. Ouais. Mais sinon, oui, moi, je trouve ça très encourageant. Je me suis posé la question, à un moment donné, de savoir, dans son message, est-ce qu'on allait se diriger vers un espoir ou vraiment on allait rester dans le nihilisme pur et dur, tu vois. Et bon, très clairement, le film y répond. Ouais. Moi, je trouvais ça intéressant peut-être de se poser un peu plus la question, de se dire, est-ce que le capitalisme va changer les gens et est-ce que quand on a pleinement conscience de ce qui se passe, est-ce qu'on est capable aussi de le changer ou alors c'est une finalité justement de plonger dedans pour être heureux, comme le dit le film. Puis pour moi, il y a 2 éléments qui reprennent ça. C'est-à-dire qu'il y a le personnage du petit garçon qui se fait harceler et où justement l'adolescente va l'aider. Donc ce côté, comme tu dis, d'aller aider les autres, un peu du care et tout, de s'inquiéter pour les gens, de vouloir que tout le monde aille bien. Et en fait, elle le revoit un peu plus tard et elle lui dit « Tiens, t'as l'air bien, t'as l'air changé, est-ce que t'es heureux et tout ?» Et il lui dit qu'en gros, il a arrêté de se battre contre effectivement le truc, quoi, le mystère. Et il y a un autre point, c'est que tu as un personnage qui est au début du film et à la fin, et qui, pour moi, va ramener un élément de boucle. Donc, pour dire qu'en fait, ça va se répéter à l'infini. Ah, tu parles la scène du passage piéton. Tout à fait. Et puis, le fait que, en fait, ça, c'est pas que dans le village où ils sont, donc il n'y a pas ce côté de science-fiction... de trucs où genre il y aurait une malédiction sur le truc. Non, c'est vraiment le côté universel du truc. C'est ça, et c'est vraiment autant à Tokyo que dans les petits villages, que les vieux, les jeunes, les trucs comme ça. C'est chacun va faire son truc, quoi. Chacun va en avoir un dans la maison et va gérer, quoi. Ouais, mais moi je trouve que c'est une vraie question. Est-ce que les personnes les plus heureuses dans ce monde, justement, est-ce que c'est pas les riches, ceux qui profitent d'utiliser les autres justement pour que eux soient heureux? Après, c'est toujours la grande question de est-ce que l'argent fait le bonheur ou quoi que ce soit. Oui, c'est un peu... Toujours... Oui, en réduisant le truc à ça, oui, c'est exactement ça. Mais après, moi, il y a aussi le côté de plus aussi, genre, un peu les ignorants sont bénis. C'est-à-dire que, on va dire, forcément, ceux qui... C'est plus facile,
en ne pas avoir conscience des choses, des implications, des conséquences de ses actes ou de ce qu'on fait, pour pouvoir bien vivre en fait. C'est que quand on sait toutes les ramifications que, là on reste sur le capitalisme forcément c'est plus difficile de se regarder en face, c'est plus difficile de pouvoir se dire notre consommation quel impact elle a, notre façon de vivre quel impact elle a sur les autres, notre façon de penser. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi, de dire tu sais ce qu'il y a, tu choisis ton bonheur et après tu refuses de voir réellement ce que tu fais aux autres. Au point de parce qu'il y a même un discours de la mère qui dit tu considères cette chose comme une personne. Voilà, j'allais venir. Tu vois, donc il y a vraiment ce côté de dire y a un côté je dénigrant. refuse de voir que je fais du mal à quelqu'un. Je vais me voiler la face. Tu les exploites jusqu'au bout en fait. C'est ça. C'est clairement ça, c'est de dire que ça devient une marchandise. Exactement, on va les exploiter et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est juste du bétail. Et le film se moque de ça, oui, parce que ça reste quand même absurde sur certaines scènes où justement on va voir justement bien appuyé sur le côté, mais c'est humain ça, pourquoi tu prêtes attention à ça? Mais après t'as des rires autour, tu vois, très gênants. Quelque part, c'est peut-être poussé à l'extrême, mais moi, tu vois, ça me rappelle des choses, tu vois, je vais pas citer la job où j'ai vécu ça, tu vois, mais j'ai connu une job où justement il y avait un jeune avec qui je travaillais qui s'est suicidé. Je t'avais raconté cette histoire-là. Et l'entreprise dans laquelle je travaillais lui avait mis pas mal de pression aussi, parce que c'est quelqu'un, tu vois, par exemple, il n'avait pas de permis de conduire, donc il venait par ses propres moyens, tout ça. Et moi, j'avais souvenir que des fois, le soir, je leur approchais de chez lui pour qu'il puisse rentrer tranquillement, quoi. Et du coup, il y a des jours, il arrivait un peu en retard parce que les transports en commun, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Et après, bon, c'est une façon de gérer aussi, mais ça, je vais pas m'immiscer là-dedans. Et on lui avait mis la pression parce que souvent, il arrivait en retard ou alors c'était compliqué, il arrivait jamais à la même heure. Donc, il a fait comprendre que si ça ne changeait pas, il avait des problèmes aussi dans la vie, il avait des journées où il était absent. On lui a fait comprendre que si il réglait pas ses problèmes, ils allaient faire en sorte que le licencier, quoi. Voilà, exactement, très clairement. Et quelques semaines après, c'est suicidé. Mais moi, ce que j'ai détesté, c'est l'hypocrisie derrière de l'entreprise qui avait envoyé un courriel. On a tous reçu un courriel qui disait que c'était un garçon exceptionnel, qui va nous manquer. Il faisait du bien à l'entreprise, il était indispensable. Et puis du jour au lendemain, il était oublié, puis il a été remplacé en un claquement de doigts, tu vois. Voilà, cette histoire-là pour raconter que le côté absurde du film qui sous-entend ce genre d'événement-là, pour moi, quelque part, il est réaliste, quoi. Ah, moi, je suis entièrement d'accord. Même si dans le film, il est très, très, très poussé à l'extrême. Oui, c'est clair. Mais je suis d'accord avec toi. Ça traduit des situations réelles et des situations, effectivement, d'une violence, mais folle, quoi. Donc voilà, on a pourri l'ambiance. Complètement. Mais voilà, le capitalisme nous écrase et ça, c'est pas nouveau. Non, pas du tout. Et effectivement, jusqu'où ça va aller. Ouais. Est-ce que t'avais autre chose à rajouter? Non. Allez le voir, quand même. Ouais, franchement, moi, je le recommande. J'ai vraiment passé un bon moment. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur certaines longueurs, des choses comme ça. J'ai aussi pas la comparaison du court-métrage, donc j'ai aussi moins, en fait, ce qui aurait pu être mieux mieux amené. Mais franchement, juste sur la façon de faire réfléchir les choses. Et comme je dis, moi, c'est un film où, au final, sur le traitement du sujet, que je trouve assez original, et c'est pas forcément des idées qu'on voit partout. Et je trouve que ça mérite un petit coup d'œil. Ouais, ça mérite un coup d'œil, quoi. Et à la rigueur, si vraiment vous avez la flemme de le regarder, essayez de jeter un œil quand même au court-métrage. Ouais, carrément. Ça va vous donner une piste. Et moi, franchement, quand j'ai regardé le court-métrage, ça m'a donné envie de voir le long-métrage, souvent. Donc, ça peut être un moyen aussi de basculer sur le long. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre, moi, je pense que c'est à prendre. Parce que même moi, je vous dis, le court-métrage, moi, en soi, il m'a suffi. J'ai compris le principe du film. J'ai compris le message aussi, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'un long. Mais le long, en fait, il est intéressant parce qu'il va creuser un peu plus, justement, le malaise. Ouais. Ça va vraiment dans le malaise, mais très, très, très clairement. Donc, faut être conscient aussi que ça reste un film japonais, vraiment pure souche. Donc, le malaise à la japonaise, ça, ils savent y faire. Ouais. Et là, on est vraiment dedans. On est vraiment dedans, ouais. Donc, il faut être prêt à accepter l'absurde et le malaise ambiant du film. C'est l'horreur aussi dans l'absurdité de la situation, quoi. Ouais. Donc, ça peut dérouter des personnes qui connaissent pas la J-horror ou qui connaissent pas ce genre de cinéma un peu particulier.
Ouais, mais tu vois, je trouve que la bande-annonce, elle est bien fidèle au film. C'est-à-dire qu'elle en montre pas trop, et en même temps, elle donne quand même assez bien l'ambiance du film. Donc je pense que c'est un bon moyen aussi, je dirais, si vous voyez la bande-annonce et que vous vous dites c'est trop chelou, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas envie d'y aller, ce sera ça dans le film. C'est vrai, Ouais. t'as raison, parce que quand on a vu la bande-annonce, on se dit, ça a l'air bizarre. Ouais, ça a l'air bizarre, mais moi ça m'a vraiment attiré. Ouais. Et alors je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout sur la partie photographie, mais moi quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu une vibe à la Get Out de Jordan Peele. Il y a vraiment ce côté de genre la personne qui est enfermée, qui est dans un endroit chelou, tu vois, dans un contexte qui est censé être beau, gentil, joli et tout, tu vois, et où en fait t'as des trucs horribles qui se passent à côté. Ouais, c'est l'envers du décor. Ouais, exactement. Ouais. Exactement Moi, ça, j'adore ouais. quand on prend un contre-pied et puis t'envoies dans une autre dimension, quelque part. Et ouais, moi j'adore ce contre-pied-là en général. Et là, je trouve que ça marche bien. Qu'il y a un bon contre-pied, mais le contre-pied, je le connaissais déjà, malheureusement. Ouais, je comprends. Mais par contre, dans le court-métrage, ça a vachement fonctionné sur moi. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment le côté solaire que moi je retrouvais dans le court-métrage. J'aurais voulu qu'il soit dans le long parce que je trouve que ça aurait ramené une plus-value à ce long-là et ça aurait peut-être fait passer un step au-dessus. Ouais, je comprends. Mais bon, franchement, à suivre comme réalisateur. À suivre, très clairement. Franchement, c'est encourageant pour la J-horror. Ouais. Est-ce que t'as une scène préf ? Alors, j'en ai pas mal, mais je pense qu'il y a une qui m'a vraiment un peu alertée, ou tu vois, vraiment intriguée aussi et dérangée. C'est la scène du repas avec une fois que les parents et son petit frère arrivent chez les grands-parents. Et donc, il y a une scène horrifique au début, juste avant qu'il s'est passé. En gros, elle va essayer de confronter les parents, les grands-parents, à ce qui se passe. Donc, elle apprend, elle comprend effectivement tout l'envers du décor. Et ben en fait, les grands-parents et les parents sont en mode genre « Oh, on va manger, tout est beau, tout est super », hyper creux. Et tu sens qu'ils se parlent le truc complètement superficiel, alors qu'il y a la fille à côté qui est complètement en train de... Trauma. Le grand-père commence à faire des trucs chelous et c'est normal parce que ça fait partie des symptômes, machin. Donc personne va nettoyer, tu vas changer des trucs. Et ouais, en fait, cette scène, vraiment, il y a un moment où on voit un plan de la salle à manger où ils sont sur leur petite table basse en train de manger, donc un peu à l'écart. On voit le petit frère au fond qui est censé jouer à la Switch et puis au final qui finit par pleurer du sang. Et ouais, ce truc, tu dis, complètement en décalage, en fait. Tout est décalé. C'est-à-dire que la famille est décalée avec la fille, qui est décalée avec le fils, qui est même décalée... Voilà, et puis Ils vivent pas dans le même univers. Ouais, et c'est 4 personnes, donc les grands-parents et les parents qui sont censés être les personnes heureuses et tout, parce que justement, elles font leur manigance pour pouvoir avoir leur bonheur. Et ben en fait, elles sont complètement creuses. C'est vraiment des carcasses, en fait. Ouais. Donc je trouve que ça ramène aussi ce côté de... tu fais ça pourquoi, au final, vraiment, quoi. Tu vois, c'est quoi la finalité Et toi, ta scène préf ? J'ai envie de dire vraiment la première scène que j'ai dit tout à l'heure avec le premier élément bizarroïde du film. Moi, je vais garder celle-là parce qu'elle est bien. Ouais, elle est bien. C'est un repas en pleine journée entre les grands-parents et l'héroïne. Il y a un plan très sympa où en fait, c'est vraiment les tables japonaises au sol. Ils sont assis au sol. Et t'as les 2 grands-parents d'un côté et à l'arrière, on voit l'ouverture de porte qui donne sur un couloir. Et en fait, l'héroïne, elle... parle à ses grands-parents, puis entre les grands-parents, on voit la caméra se faufiler sur l'ouverture du couloir, et en fait, on voit tout d'un coup des mains toucher le sol et puis avancer, et on voit ensuite un homme en train de ramper sur le sol, et on voit son visage, et il a les yeux et la bouche cousus. Et là, tout de suite, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est le premier élément bizarroïde, hors le premier flashback traumatisant de l'héroïne au début du film. Et là, surtout, comme je disais, c'est une scène en pleine journée, donc on comprend pas ce qui se passe, boit du thé, tout se passe bien. Et on voit ces premières scènes-là, et là, on se dit qu'est-ce qui se passe. Et le plus déroutant, c'est la réaction des grands-parents qui se retournent, ils font « ok ». Et là, tous les deux, ils se lèvent, et puis ils disent « Vas-y, tire-le, ok ». Puis t'entends juste en fond « Vas-y, tire », tu vois, comme si en rythme, OIS, ouais, voilà. Et il tire, et puis tu vois l'héroïne juste traumatisée, qui comprend pas ce qui se passe, juste regarder légèrement dans le couloir pour être sûre de ce qu'elle a bien vu,
Et en fait, on voit le corps traîner au sol et puis les grands-parents qui l'emmènent Ouais. dans la pièce du fond. Et pareil, on voit une espèce de vitre teintée où on voit juste les ombres derrière et puis on l'entend parler. Je pensais que tu l'as bien attaché, mais, ouais, mais je sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais la réaction des grands-parents, Ouais. elle est excellente parce que je trouve qu'il y a le côté où effectivement déjà ils réagissent pas. C'est-à-dire que elle se décompose et tu les vois, eux ils sont en train de manger et ils ont aucune connexion avec leur petite fille. Ouais, ils cherchent même pas à lui expliquer ou. Et c'est au moment où limite elle gueule où tu vois elle est vraiment. Et là ils disent oh tiens il va falloir qu'on fasse quelque chose et ils se tournent ils font oh là là tu vois c'est même pas genre oh mince tu vois c'est genre oh là là il va falloir qu'on le tire quoi tu vois. Ouais et tu vois encore une fois je vais le comparer au court-métrage. Dans le court-métrage c'était encore plus lunaire. Ouais. Parce que tu voyais les deux grands-parents se tourner en même temps. Il n'y avait pas un mot, même pas un soupir ou quoi que ce soit. Et tu les vois tous les deux se lever comme des machines, tu vois. Ils se lèvent et ils vont dans le couloir pour tirer le corps. Là, t'as quand même une petite réaction. Ah, ok. Ouais. Et après, ils se lèvent et puis ils y vont. Alors que dans le court-métrage, il y a 0 mot. Et je trouvais que c'était encore plus flippant. Mais là, je trouve que ça fonctionne aussi bien. Et cette scène-là, vraiment, quand t'es pas prêt, quand tu sais pas ce que tu regardes, surtout que tu lances le film, tu sais même pas de quoi ça parle, tu vois. C'est ça. Tu lis le synopsis, oui, donc c'est une gamine qui retourne voir ses grands-parents, tout ça, c'est tout beau, machin. Et quand tu vois la scène arriver là, tu t'es dit, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est ce genre de scène que je retrouve dans Audition, que je retrouve dans Gozu, et encore dans Visitor Q, que j'ai des... Voilà, c'est du Takeshi Miike corps. Ah ouais, j'avoue. Mais tu vois, ce manque de réaction, il est dans plusieurs passages du film. Dans la scène que j'ai dit aussi, où justement avec les parents qui réagissent pas parce que leur fils a les yeux en sang. Et en fait, soit ce délai de réaction, soit le manque de réaction, il glace le sang. Parce que c'est vraiment ce côté de genre, j'en ai rien à battre. Plus le côté de, bah en fait, ils ont plus aucune humanité en eux. Ils ont plus aucune empathie, plus aucune interaction avec les autres. Et même entre eux, c'est-à-dire que entre époux et épouse, parents, enfants, ils ont aucune attache. Ah mais oui, mais c'est c'est flippant quoi. C'est le côté égoïste du capitalisme. C'est chacun pour sa gueule. Ouais. Chacun pense à son bonheur, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais il y a même pas, tu vois, ce truc de, on veut le bonheur du foyer et donc tout le monde. Non, c'est son bonheur. Voilà, là c'est vraiment ultra individuel et ça en devient des robots, quoi. Ouais. Je veux dire... Et ouais, c'est glaçant. Même si, tu vois, je trouve que les scènes d'après, on rentre un peu plus dans l'absurde. Et presque quelque part, on a l'impression que c'est vraiment une illusion. Parce que même l'héroïne, elle-même, a se posé la question. Ouais. Elle dit, mais non, c'est pas vrai, c'est qu'une illusion, c'est tout ça. Donc même toi, tu te poses la question en tant que spectateur, tu te dis, ouais, attends, est-ce que c'est pas un truc poussé à l'extrême pour nous apporter un malaise, mais finalement, hop, ça va revenir en arrière. Parce qu'il y a des images qu'on popait comme ça, où on l'envoie, par exemple, on la voit parler à un gamin, et finalement, c'était pas vrai. Ouais. Donc, est-ce que des fois, on se pose la question, est-ce que ce que je suis en train de voir, est-ce que c'est vrai ou non? Alors que cette scène-là, la première, là, où tu vois le corps au milieu, t'es pas préparé. On t'a pas dit c'est potentiellement une illusion, on t'a pas dit potentiellement c'est la réalité. Tu la vois juste arriver, t'es pas prêt. C'est ça. Et là, tu te dis, oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, tu dis, c'est bon, là, je suis vraiment rentré dans ce qui se fait de mieux, dans la J-horror façon Mickey, quoi. Ça fonctionne de fou. Très bien. Tu lui mettrais une petite note? Moi, je dirais 7,5. 7,5? Ouais. Oh, t'es bien généreuse. Parce que, ouais, moi, franchement, j'ai adhéré. J'aime bien le sujet. Je trouve que, justement, c'est bien traité. Et puis, après, peut-être que je mets un peu trop sur le potentiel, mais moi, franchement, je passe un bon moment. Après, voilà, on verra combien de temps il mature, comment ce qu'il m'en reste dans quelques semaines et tout, et voir si... Mais là, chaud, ouais, j'ai un bon moment. Ok. Et toi? Moi, je lui mettrais un petit 6,5, comme le film d'avant, le film précédent, tu vois. Je respecte la démarche, je vois qu'il y a du travail. En plus, les deux, c'est les premiers films. Pour moi, un 6,5, c'est très correct, tu vois. C'est vraiment dire, ok, là, tu m'as eu, tu m'as diverti. Maintenant, j'attends de voir le step au-dessus. Et le step au-dessus, pour moi, ça serait vraiment du très correct. Donc du 7,5, tu vois. Puis après, là, si on arrive vraiment sur un chef-d'œuvre, là, on sera vraiment sur du 8-9, tu vois. Ouais. Ah non, moi, chef-d'œuvre, moi, je monte plus. Mais... Hein?
Ouais, chef-d'œuvre, Moi, oui. chef-d'œuvre, c'est minimum 9, quoi. 9,5. Ouais, bien sûr, je dis 8, mais oui, Et c'est puis vrai, moi, c'est j'ai pas vraiment de problème à mettre 10, donc... Ouais, moi, un peu on plus. avait déjà eu la discussion. Ouais, mais, moi, un peu plus, mais après, ça, c'est le barème à chacun. Mais complètement. Mais, Il y a pas de jugement là-dedans. mais moi, 6,5, c'est vraiment, ouais, un... Non, mais c'est déjà une bonne note, je veux dire. Ouais, bah, c'est au-dessus de la moyenne, déjà, donc c'est très correct. Donc, ouais, moi, pour moi, c'est très encourageant. Mm. Et en plus, je l'ai pas dit, mais je crois que c'est une exclu Shadows, en plus. Donc, Shadows, pour une fois, ils ont mis la main sur quelque chose de sympa. Ouais, non, Enfin, pour une franchement, fois, non, c'est péjoratif, hein, quand même. Ils ont quand même quelques exclus assez sympathiques, mais voilà, c'est encore une comparaison avec ma Mother Eye ou Devils. Mais Devils, c'était sympa aussi, donc finalement, je trouve qu'ils arrivent à mettre des petites exclus comme ça, asiatiques, sur leur plateforme, Bah et ouais, carrément. c'est bien, j'espère qu'ils vont continuer. Bah, après, tu vois, je pense que c'est... Ils visent large aussi. Tu vois, c'était des trucs assez différents. Hein. Donc, ça... Ah oui, bah, tant mieux. Et d'ailleurs, j'ai vu sur la plateforme qu'ils ont mis ma Mother Eye en J-Horror. Ça, non. Non. Va pas falloir trop pousser mémé dans les rosiers. Hein. Ouais, non, ça, faut pas abuser non plus, quoi. Mm. Bah voilà, c'était Best Witches to All. C'était très sympa, on vous le recommande vraiment. Donc, comme on vous l'a dit encore, on le répète encore, c'est disponible sur Shadows. Toujours pas de partenariat. Je crois que ça fait 4 épisodes d'affilée qu'on est sur du Shadows. Pareil, hein, passer par là. Ouais, non, après, non, je veux pas de partenariat parce que... Je vous ouvre une parenthèse. Alors, on va... On en a gros. Ouais, non, parce que moi, je trouve que ce genre de partenariat... Bah, tu vois, j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas, je vois ça comme de l'hypocrisie. Parce que t'auras plus l'impression d'essayer d'arrondir les angles et de dire que t'as apprécié parce que tu veux pas blesser ou tu veux pas perdre ton partenariat. Ouais. Et moi, non, moi, je veux juste... De toute façon, on l'a dit, on fait pas ça pour l'argent. On fait juste ça pour le plaisir. Et moi, je veux pas qu'on vienne interférer mon jugement et puis ma façon de voir les films. Et moi, je sais, parce que tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts cinéma et je sens qu'il y a certains podcasteurs, certaines critiques qui sont beaucoup trop orientés pour éviter de blesser tel réalisateur, telle actrice, acteur, plateforme, tu vois. Je ne citerai pas de nom, tu vois. Je trouve que leur critique, en fait, elle est mal orientée. Puis quand tu suis beaucoup ces podcasteurs-là, tu sais à quoi t'attendre à peu près dans leur cinéma. Et des fois, moi, j'ai l'impression que c'est incohérent par rapport à ce qu'ils nous ont proposé avant, au niveau critique. Et je me dis, ouais, bon, après, quand tu comprends qu'il y a eu un petit partenariat, que c'est un film qui sont affiliés parce que, pour X raisons, tu vois. Et bah là, je me dis, ouais, bon, ok, là, c'est l'hypocrisie, c'est juste pour dire, bon, allez, on vend le truc quand même. Et c'est pour éviter de blesser tout le monde, pour éviter aussi que les gens disent, bah, t'as vu, on t'a donné quand même la possibilité d'être parrain d'un film, ou on t'a donné un accès à la plateforme parce qu'on aime bien votre travail, tout ça. Donc, quelque part, tu te sens obligé de donner de bonnes critiques alors que c'est pas vraiment le fond de ta pensée, quoi. Non, je comprends parfaitement. Et moi, malheureusement, tu vois, de toute façon, en même temps, tu demandais un partenaire à Shadows, on a descendu des films comme A Mother Eye, on n'a jamais donné de grosses bonnes notes à des films de Shadows, tu vois. Je crois pas. À part sur Ciné Club Rétro, quand on a fait Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Ouais, ce que j'allais dire. Mais c'est pas des films Shadows, ça tu peux les trouver ailleurs. Oui, carrément. Nous, c'est juste qu'on les a vus sur la dose parce qu'ils sont disponibles là-dessus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais non, moi, je me vois pas faire un partenariat avec avec quoi que ce soit, parce que... Bah, surtout si, justement, la clause du contrat, c'est de pas... de tout aimer, quoi. Clairement, c'est pas possible. Donc, non, moi, je suis quelqu'un de... J'ai des principes. J'ai des principes et il y en a qui se diront, oui, mais tu vois, un petit par-ci, par-là, ça fait du bien. Tu peux avoir des films gratuits, tu peux avoir des machins. Genre, moi, j'ai rien à taper. Si je peux pas m'acheter des films, bah, je fais autrement. Il y a plein de films, je peux parler de plein d'autres choses. Mais par contre, je veux jamais qu'on interfère dans ma façon de voir les choses. Ouais, tout simplement. Et ça changera jamais. Même avec 1 million de dollars. Par contre, 1,1 million, on peut parler. Non, je rigole. Mais non, moi, je me sens pas prêt de faire ce genre de choses-là. Et de toute façon, on l'a jamais... on l'avait plus ou moins parlé de faire un partenariat ou de... Pas vraiment un partenariat, mais d'avoir... de gratter des films ici et là. Mais c'est pareil, tu vois, comme nous, on est très fans du travail de Joker Shop, on a acheté beaucoup de leurs films, on s'est dit, tiens, on pourra peut-être leur demander aussi d'avoir des films pour qu'on puisse en parler dans le podcast, tout ça. Mais après, on a très vite déchanté parce qu'on a acheté des films chez eux qui soit étaient très moyens, soit très mauvais. Ouais. Donc, finalement, moi, je me vois pas
recevoir un film très mauvais pour lui dire « Oh, c'est super bien, achetez-le ». Non, déjà, non, ça va contre mes principes et je pourrais pas. Non, je comprends parfaitement. Puis je suis entièrement d'accord. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Un peu... On en a gros. Enfin bref. Maintenant, recommandations culturelles. Ouais. Qu'est-ce que tu nous recommandes Moi, aujourd'hui? je vais recommander une série de romans, donc ça n'a rien à voir avec le film d'aujourd'hui. Donc c'est la série Joaquin Morales de Roxane Bouchard. Donc il y a 3 romans. Le premier, c'est Nous étions le sel de la mer, La mariée de corail et Le murmure des Acapiques. Donc en fait, c'est l'histoire de Joaquin Morales, qui est un inspecteur de Montréal, qui est d'origine mexicaine, et donc qui est marié, qui a un grand-fils, je crois qu'il n'a qu'un seul enfant. Et sa femme veut partir en Gaspésie, donc en fait, il se fait muter en Gaspésie. Et au final, donc il part là-bas, sa femme reste à Montréal le temps de faire le déménagement, des choses comme ça. Il a une affaire d'une femme qui a disparu en Gaspésie. Après, pareil, il y a plein de conflits avec sa femme qui ne vient pas, des choses comme ça. Et il va y avoir le côté enquête policière, un peu thriller, des choses comme ça, mais il y a aussi plein d'éléments plus dans le drame ou dans l'enquête sociale aussi. Donc il va enquêter sur des femmes qui ont des métiers d'hommes. Donc il y a une capitaine de bateau, une femme pareil qui avait un crevettier, je crois, donc pareil une grosse machine de pêche, qui vont soit disparaître, soit être assassinées, être retrouvées dans la mer. Donc voilà, il y a un peu ce principe de quête de ces femmes un peu... cette figure de femme forte et très indépendante, très libre, mais aussi des femmes qui vont justement être plus les proies de violence, de choses comme ça. C'est très bien écrit, ça donne très envie de découvrir la Gaspésie. Il y a vraiment une belle description des paysages, donc on sent la mer, le vent, le sel. Voilà, c'est vraiment bien marqué. Il y a aussi beaucoup la culture locale, donc la culture de Montréal, la culture mexicaine du personnage, qui vont se mélanger. Culture autochtone aussi sur certains thèmes. J'ai malheureusement pas pu finir le dernier tome parce que je l'avais pris en audiobook sur le prêt numérique et mon prêt a expiré. Quand j'ai voulu le reprendre, il n'y avait plus le livre. Ah, il n'y a plus le livre carrément? Donc j'ai pas la fin. Ah, je suis dégoûtée. En plus, il existe en format physique? Je pense, mais je sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé. Et ça m'a fait ça avec un autre livre aussi, donc je suis dégoûtée là. J'en ai marre. Je vais pouvoir avoir la fin. Ouais, mais je pense que tu pouvais trouver facilement. Oui, je pense que surtout là au Québec. Et j'aime beaucoup son écriture en fait, puisque ça change du roman policier ultra noir, vraiment dans l'horreur, le poisseux, tu vois, les autopsies, la pluie, la boue, le truc macabre, quoi. Et en même temps, voilà, il y a des sujets qui sont durs, il y a ces dissonances de société, en fait. Donc, des personnages qui sont très hauts en couleur, d'autres qui vont être plus... un peu plus très... Besoin aussi de... un peu de lien social qu'il a, ce personnage de Joaquin, qui est un peu abandonné par sa femme, qui sait plus trop ce qu'il veut, qui s'est complètement déraciné une deuxième fois pour pouvoir aller en Gaspésie, alors qu'au final, il n'a pas envie d'être là. Et qui va se lier d'amitié avec certains autres personnages, des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment bien foutu. C'est pas juste une enquête policière, quoi. Ok, très bien. Et toi? Moi, pareil, là, en ce moment, c'est compliqué, mais bon, je vais continuer avec ce que je consomme en ce moment, donc de l'animé. J'ai refait la série Paranoia Agent de Satoshi Kon. Donc Satoshi Kon, très connu, qui nous a quittés trop tôt. Après avoir réalisé des chefs-d'œuvre comme Tokyo Godfather, Paprika, Perfect Blues, Million Actress. Voilà, c'est des œuvres que je connais pas tout, mais en tout cas, moi je peux vous conseiller d'aller voir Tokyo Godfather, d'aller voir Perfect Blue, d'aller voir en l'occurrence son seul manga qui est Le Pacte de la Mer, qui est excellent. Ouais, tu m'en as parlé, celui-là, faut que je le lise, il a l'air trop bien. Et pour le coup, pour aujourd'hui, je vais vous conseiller d'aller voir sa série animée Paranoia Agent. C'est une 12aine d'épisodes, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc c'est une histoire où on va suivre... Enfin, c'est compliqué à raconter, c'est plein d'histoires.
chaque épisode, on va se concentrer sur une personne qui a des problèmes au quotidien. Ouais. Que ce soit, on va dire, une créatrice de puppies, Ok. de doudou, quoi. Ouais. En fait, elle est très célèbre parce qu'elle a créé un doudou ultra célèbre. Et en fait, on lui met la pression à chaque fois pour créer la nouvelle mascotte et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, elle a du mal à gérer tout ça. Elle a subi la jalousie de ses collègues, tout ça. Et en fait, ce qu'elle veut, c'est se sortir de cette bulle-là et retrouver une vie, on va dire, un peu plus sereine. Et c'est là qu'en fait apparaît le garçon à la batte tordue. Ok. En fait, il y a un garçon en roller qui a une batte dorée tordue qui sévit les soirs à Tokyo en agressant avec sa batte les gens. Ok. Au début, les policiers et les agents en fait sont persuadés que c'est juste un petit con en fait qui fait du mal aux gens gratuitement. Ouais. Et au fur et à mesure de la série, en fait, on apprend que c'est plus une allégorie de la libération du mal-être des Tokyoïtes. Ok. Et donc, voilà, c'est un peu... on est entre tranches de vie, entre paranoïa pour le coup, entre mysticisme. Et c'est très intéressant. Moi, c'est une série que j'avais déjà regardée à l'époque de sa sortie. Et Ah, là, je trouve que tu m'en avais déjà parlé Ouais. de ça. bah, j'avais un coffret animé qui était proposé à l'époque sur... je sais plus qui c'est qui proposait ça. Tu te rappelles, je prenais l'abonnement, tous les mois, tu recevais des coffrets animés. Ouais, je sais plus qui c'était. Il y en avait un paquet, tu vois, Ouais. il y avait Samurai Champloo, il y avait même le premier coffret Berserk à l'époque, avec la série animée qui était pas terrible d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais il y en avait beaucoup, tu Oui. vois, et puis j'avais reçu ça, Paranoia Agent, et j'avais regardé ça, et puis j'avais adoré. Et là, j'ai vu qu'ils l'ont mis sur Prime Video, Ok. donc je me suis dit, tiens, allez, j'ai un petit peu de temps, je vais me relancer là-dedans. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais parce que moi, je la connais, tu vois. Mais on va dire que j'ai regardé la moitié de la série, et c'est toujours aussi bien. Ouais. C'est toujours aussi bien, c'est bien réalisé. C'est du Satoshi Kon. Le générique du début, j'adore. Il y a une ambiance vraiment particulière qui se dégage de l'opening, mais aussi de la série en général. Et j'adore ce côté où en fait tu vas suivre à chaque épisode un personnage. À un moment donné, tu vas suivre un enfant qui est ultra populaire. Ouais. Sauf qu'en fait, il adore le roller et il porte la même casquette que l'agresseur. Ok. Sauf qu'à un moment donné, quand la réputation va tourner, en fait, lui, il est ultra populaire. Tout le monde l'adore parce qu'il est, il est beau gosse et il est fort à l'école et c'est un écolier, tu vois. Et en fait, à un moment donné, tous les regards vont se tourner vers lui parce qu'ils vont suspecter en disant c'est lui le garçon à la batte, tout ça. Et lui, au début, va pas prêter attention, sauf que, à un moment donné, toute l'attention va se reporter sur un autre élève Ouais. et lui va pas supporter ça. Donc, il va vouloir lui-même agresser l'autre élève et ainsi de suite. Et il va rentrer dans une spirale jusqu'au moment où le garçon à la batte va venir le libérer avec son coup de bâton pour lui redonner espoir à la vie, puis Ok. redonner un espèce de semblant de vie. Donc il y a toujours cette finalité qui vient avec le garçon là-bas qui vient tout annuler et qui vient resetter la vie des personnes. Et c'est super intéressant. Ah, j'avoue. Voilà. Ça donne bien envie. Et si vous voulez découvrir, on a fait un épisode sur Tokyo Tokyo Godfather. Godfather pour Noël dernier. Donc, Exactement. c'était un hors-série, je crois. Ouais, c'est un Donc, hors-série, ouais, il y a quasiment un an. Pour donc l'épisode pour de les Noël. fêtes, c'est très bien. Et Ouais, puis, c'est très très un bien. Puis Très vraiment, bon épisode, un très bon film à regarder pour Noël. et vraiment, penchez-vous sur l'œuvre de Satoshi Kon. En ce moment, malheureusement, il y a un espèce de bashing sur Satoshi Kon en disant que, je sais pas, la mode en fait, c'est de dire que Satoshi Kon c'est surcoté, Ok. que c'est pas si bien que ça, c'est trop barré. Mais n'écoutez pas les influenceurs de mes deux là, qui cherchent en fait le moyen de juste trouver le moyen de taper sur quelque chose de populaire ou non. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que Satoshi Kon soit si populaire que ça, même si je sais qu'il a une énorme fanbase. Mais il y a des modes en ce moment, puis je vois beaucoup trop de gens essayer de débunker Ouais. le talent de Satoshi Kon. Le talent de Satoshi Kon, il est réel. On n'en a pas eu assez. Je suis très frustré de pas avoir du Satoshi Kon encore aujourd'hui. Il est mort, il est décédé beaucoup trop tôt. Juste donner du respect au travail qu'il a apporté parce qu'il s'est donné corps et âme pour son art. Et son art aujourd'hui, on a quelques œuvres et puis il faut en profiter. Ouais, carrément. Et puis, le côté barré, tu vois, moi, je me dis, c'est effectivement vraiment subjectif d'aimer ou pas, mais c'est une vraie identité. C'est-à-dire Bien que sûr. tu peux pas dire que c'est
mauvais parce que ça a de l'identité, quoi. Je veux dire, soit après t'adhères pas et donc c'est pas ton truc et c'est pas grave. Mais je veux dire, ça montre aussi qu'il y a une vraie réflexion, en fait, une vraie recherche. Ouais. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça sur les réseaux, tu vois. C'est pour ça, de toute façon, moi, le monde me débecte. Donc voilà. Vous m'énervez tous. Ça c'est dit. Non, j'aime pas le monde, tu vois. J'aime pas les gens. C'est pour ça que moi, je m'en tape. Moi, je reste fidèle à moi-même. Et moi, je demande rien, tu vois. Malheureusement, on a tous un téléphone, on a tous les réseaux sociaux. Et malheureusement, j'ai la maladie aussi du scrollage. Donc, je scroll. Et puis, la majorité de mon feed, c'est du cinéma. Et en fait, il y a des mecs que je suis même pas, tu vois. Des fois, je suis bien obligé de les mettre en sourdine ou même de dire je veux plus suivre cela parce que ça m'énerve en fait. Parce qu'il y a des influenceurs qui jouent juste en fait à créer une espèce de trend en disant que tel ou tel réalisateur, tel ou tel film, en fait c'est pas si bon que ça, il faut doser, c'est surcoté, c'est sous-coté. Ouais. Tous ces termes-là pour moi qui veulent strictement rien dire. Mais en fait les gens ils ont besoin de ça parce qu'ils veulent faire des vues et ils veulent finir dans Mais c'est ça. Ils veulent finir dans Combini parce qu'ils ont fait une vidéo virale, tu vois. Mais quand tu sais qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui est hyper reconnu dans le métier, que tout le monde aime, forcément t'arrives, tu dis que t'aimes pas, tu vas te retrouver avec 400 commentaires de gens qui vont dire ce que tu dis c'est de la merde, et forcément t'as plus de vues, plus de trucs, ça, ton truc qui, comme tu dis, il vient de viral. Et voilà, donc en fait c'est même pas forcément leur vraie opinion, c'est juste tu crées du contenu pour pouvoir le rendre viral, quoi. Ouais, mais surtout que tu aimes pas, c'est un fait. C'est ce genre de trend ou de story, de reel ou de mes couilles vidéo de mes deux là, c'est purement orienté pour essayer de faire comprendre aux gens que non, il faut que tu suives mes idées. Mes idées, elles sont très claires et moi ce que je dis c'est pas de la merde. Par contre, si vous pensez le contraire, vous êtes de la merde. Ah oui, genre ça. Moi c'est le genre de truc qui m'énerve, tu vois. Après que t'aimes pas, tu passes à autre chose et puis basta. On s'en fout de ce que tu aimes, on s'en fout de ce que tu détestes. Mais à un moment donné, tu peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent aimer et ce qu'ils doivent détester. C'est clair. Et c'est ce qui passe sur les réseaux, ça m'énerve, tu vois. Il y a beaucoup de modes, tu vois. Il y a à un moment donné, c'était la mode, oui, Christopher Nolan, c'est surcoté. Interstellar, c'est pas le meilleur film de la Terre parce que tout le monde dit que quand tout le monde dit j'adore Interstellar, il faut que t'en aies un qui vienne démeuquer en disant que non, vous racontez que de la merde. Interstellar, c'est pas si bien que ça. Et je m'en fous, j'adore Interstellar. Ben oui, moi aussi. Touchez pas Interstellar. Moi aussi. Et puis tu vois, de dire que oui, en fait Tarantino, non, il faut grandir, tu vois. C'est la base de tous les pseudo-cinéphiles. Mais à un moment donné, quand t'as vu beaucoup de films, tu peux pas continuer à aimer Tarantino parce que c'est bon, c'est la base. Mais pour les newbies, quoi. Voilà, il faut aller voir ailleurs. Non, ferme ta gueule, tu aimes, tu détestes. C'est chacun son problème, tu vois. C'est clair. Mais à un moment donné, on peut pas venir sur les réseaux sociaux pour dire... pour faire la pluie et le beau temps, je sais pas, t'es pas... Non, et puis les deux, je veux dire, dans des genres cinématographiques complètement différents, soit t'aimes pas, en fait. Je veux dire, ouais, mais après... c'est effectivement une façon aussi... Donc, pour moi, c'est tout à fait OK. Quelqu'un me dit, je déteste le cinéma de Christopher Nolan ou de Quentin Tarantino. Je dirais, oui, comme moi, je déteste certains autres cinémas et c'est pas grave, quoi. Bien sûr. Comme nous, on l'a dit. Nous, on déteste... On n'aime pas le cinéma de Wong Kar-wai. Ouais, il y en a qui sont fans, je vais pas les juger. Je vais pas leur dire, bande de cons, vous avez rien compris au cinéma de Wong Kar-wai. Non, vous avez aimé, tant mieux. Moi, il y a beaucoup de choses qui me touchent pas et puis que je me reconnais pas dedans. Et même, il y a des choses qui, pour moi, sont problématiques. Mais après, voilà, si tu aimes, tant mieux. Je vais pas aller te juger, je vais pas te montrer du doigt parce que tu aimes Wong Kar-wai, tu aimes Tarantino, tu aimes, j'en sais rien. Enfin, moi, je vais pas donner tous les noms réalisateurs. Ouais. Mais chacun ses goûts. Chacun ses goûts. À un moment donné, créer des trends comme ça, tu vois, quand tu vois les gens réagir, faire une réaction sur une réaction de réaction. Ça me débecte, putain. Mais c'est juste pour les vues. Bien sûr. Mais à un moment donné, juste faites des choses par passion et par plaisir. Là, tu reviens exactement avec le sujet du film, avec le capitalisme, et faire des vues, donc faire de l'argent. Mais c'est ce qui se passe sur Instagram, c'est ce qui se passe sur TikTok. Enfin, moi, je dis Instagram. Moi, je suis que sur Instagram. J'ai pas TikTok ou c'est à peu près pareil. Ou Flic-Flac et Tic et Tac, là, j'en ai rien à taper, tu vois. Mais ouais, restez dans votre merde, mais arrêtez d'essayer d'influencer les gens avec vos soi-disant passions. Chacun aime ce qu'il veut, et puis laissez-les tranquilles, quoi. Exactement. Oh, putain, ça paraît un bon mot de fin, ça. Ouais, pourquoi je parle de ça? Moi, je suis en train de donner... je sais pas si je suis en train de donner raison ou tort à ce genre de trucs-là, mais non, mais c'est... Ouais. Aimez ce que vous voulez. Nous, on essaie de vous donner... de vous conseiller des trucs qu'on a aimés ou non, mais en général, même quand on n'aime pas, on vous dit, allez jeter un œil. Ah oui, c'est clair. Donc, moi,
Finalement, nous, on n'est pas là pour vous dire allez voir ci, allez voir ça. Non, finalement, à la fin, on vous conseille la majorité d'aller faire votre avis. C'est ça. Donc, nous, on parle juste de notre avis à nous, Mm. et c'est purement subjectif. Donc, on n'est pas là pour dire c'est comme ça, il faut aimer celui-là, il faut détester celui-là. Non. Regardez notre tier list, et puis vous allez voir, vous dites putain, choquant, il a mis super bas celui-là. Mais après, c'est parce que nous, ça nous touche beaucoup moins, et puis si vous, ça vous avez adoré, et bah tant mieux en fait. C'est clair. Oui, on va arrêter là-dessus, et puis bah, on va piocher. Vas-y, avec plaisir. Euh, T'as un petit truc à nous annoncer par contre? Oui, on va changer de concept. On va arrêter notre pioche au hasard. Enfin, pas totalement. On va changer de concept parce que là, surtout qu'on s'est rendu compte que les derniers films, c'était essentiellement des films disponibles sur Shadows, ce qui est pas gênant en soi, vu que ça nous permet de rentabiliser l'abonnement. Mais on a toujours une collection de physiques qui nous regarde avec des gros yeux. Ouais, c'est ça. Donc, À chaque fois qu'on en allume un, ils sont là, mais genre, nous? et moi aussi, je le regarde avec des gros yeux parce qu'il y en a plein que j'ai envie de voir là-dedans. Donc, on va modifier le concept et on va garder l'histoire de la pioche, sauf que on va s'autoriser juste une pioche pour le genre. Donc le genre, c'est le pays. Exactement. Le pays, exactement, merci. Donc, on a créé une petite roulette qui va nous permettre de piocher soit un film japonais, hongkongais, chinois ou coréen. Et on a rajouté une petite case qui est la suivante. Je m'en souviens plus ce qu'on avait mis. En gros, c'est la personne qui host qui impose le pays à l'autre. Exactement. Donc nous, l'idée, en fait, celui qui va choisir le film à la fin de l'épisode aura la lourde tâche de sélectionner 3 films. Et donc là, ce soir, c'est moi qui ai fait une liste de 3 films. Donc un film par pays. Mais on va voir si c'est toi qui choisis. Bon, si c'est la pioche qui choisit le pays ou si c'est moi. Voilà, j'espère que c'était assez clair. De toute façon, Je pense. Mais de toute pense façon, que- on réexpliquera au prochain Voilà, épisode voilà. dans tous les cas. donc on va lancer juste la roulette et on va laisser le hasard choisir le pays. Donc j'y vais tout de suite. Ça tourne, c'est très long. Pendant ce temps-là, comment ça va? Bah, ça va bien. Ça va, ouais. Ouais, cool. ouais, toujours. Hein. Parfait. Excellent, ça tourne toujours, c'est con ça. C'est long. Et donc ça sera un film coréen. Cool. Et donc dans ma sélection coréenne, ça sera la semaine prochaine, Concrete Utopia. Ok, cool. Et comme c'est un concept qu'on a mis comme ça un peu à l'arrache, j'ai sélectionné pour ces films-là pas des films, pour ceux qui écoutent le podcast assidûment, savent très bien les films que j'ai envie de voir, notamment en Corée. Mm. Il y a un film que j'arrête pas de teaser, il y a un film que j'ai envie qui tombe à chaque fois et il Ouais. tombe jamais. Honnêtement, j'ai failli le mettre dedans. Franchement, les 3 films que j'ai choisis, c'était les films que j'avais envie de voir le plus. Donc c'était des films évidents, donc des films les plus connus, notamment pour moi. Ouais. Donc, mais cette fois-ci, je me suis dit, comme j'ai pas eu le temps, entre guillemets, de préparer tout ça, parce que maintenant j'aimerais bien, parce qu'il y a des films que j'ai envie de traiter correctement. Tu vois, pas faire à l'arrache, tout ça. Puis comme là, le concept, il vient juste d'être décidé. Donc j'ai envie de laisser un peu de temps passer. Et là, moi, à ce moment-là, je commencerai à faire une sélection de grands classiques. Très bien, très bien. Donc voilà, ça sera Concrete Utopia pour la semaine prochaine. Parfait. Bah, c'est une bonne idée. Très contente. On avait parlé des différences entre le cinéma coréen que nous on a connu au début des années 2000 Ouais. et le nouveau cinéma. nouveau cinéma coréen. Et on disait que ça perdait en saveur aujourd'hui, que ça se renouvelait pas assez. Et on avait nommé des films Ouais. comme Exhuma, comme je m'en rappelle plus, tu vois. Alors, dans les récents qu'on a fait, il y avait aussi 500 mètres sous terre qu'on n'avait pas trop Voilà. aimé. C'est ça. Donc il y avait plein de films comme ça où moi j'avais parlé aussi de Seobok. Et c'était des films qui avaient fait un carton en Corée, donc ils sont rapidement entre guillemets sortis chez nous, que j'ai vus, et ça reste des films sympas, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et j'avais mentionné aussi Concrete Utopia qui avait fait un carton, je crois en 2023, je crois que c'est sorti. Et on l'avait pas vu, puis je me suis dit bah tiens c'est peut-être l'occasion, vu qu'on était encore tout frais de notre dernière critique, je me suis dit pourquoi pas le regarder maintenant, et peut-être que ça va nous permettre de contredire ce qu'on avait dit précédemment. Complètement. Donc peut-être que ce film-là va nous faire mentir en disant ah bah non finalement les Coréens savent se renouveler. Et donc bah ça sera l'occasion d'en reparler. Ouais, et carrément. de prolonger un peu notre critique et peut-être aussi de parler un peu plus. On avait eu un débat aussi sur le cinéma indépendant. Donc voilà, on va voir si on peut. Ouais, complètement. Moi, c'est un film qui me tentait beaucoup et où justement j'ai volontairement essayé de pas d'aller trop regarder de trucs. Parce que je pense que c'est un film qu'il faut aussi découvrir
un petit peu vierge de tout. Donc j'essaye de plus en plus de pas trop regarder de bande-annonce. Quand il y a un film que j'ai envie de voir, volontairement, je vais pas aller regarder de trucs, en fait. Je vais pas aller chercher. Donc des fois, en fait, je vais juste voir quelques images ou une pauvre ligne de synopsis au tout début. Je fais ah tiens, celui-là il me plaît, et après je vais plus rien voir sur le film. Ouais. Donc des fois, je sais même pas la bande-annonce officielle finale ou le synopsis complet. Mais c'est pas mal en fait. J'aime bien y aller un peu à l'aveugle. Comme ça permet de le prendre un peu brut, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, de toute façon, on a eu le meilleur exemple dans le podcast. Hein. Il y a des films qu'on a traités, qu'on connaissait même pas. On n'avait aucun trailer, aucune image. On a lu un synopsis qui nous a intéressé, on l'a mis dans la liste. Et finalement, des fois, ça a été de très bonnes surprises. Donc, peut-être que ça va se répéter avec Concrete Utopia, ou peut-être que ça va se répéter avec des futurs films qu'on va choisir, parce que maintenant, l'avantage, c'est que il y a beaucoup de films dans la collection qu'on n'a pas vus, et il y a beaucoup de films. D'ailleurs, les 2 autres que j'ai rajoutés, notamment pour Hong Kong et le Japon, c'était 2 films qu'on n'avait pas vus. Ouais. C'est des films qui attisait ma curiosité, et donc j'avais envie de les lancer. Bon, je vais pas le dire ici, je vais le garder pour plus tard. Comme ça va garder un peu la surprise. Ok. Je pense que pour les prochaines semaines, je vais me lancer plus dans des curiosités, des choses qu'on n'a pas vues, et une fois qu'on aura bien pris le pli et que je pourrai commencer à travailler sur les films que j'ai envie de traiter, peut-être qu'après on va basculer sur ces genres sur les futurs chefs-d'œuvre. On fera ça au feeling. Carrément. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Concrete Utopia, un film sud-coréen. Sorti en 2023, qui avait fait un carton, notamment sur le sol coréen, et qui avait fait une bonne exploitation aussi chez nous. Donc, on va aller juger ça. Avec plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.